Je m'appelle Hélène, j'ai 31 ans, et j'ai grandi en pensant que mon enfance était plutôt normale. Ce que j'ignorais, c'est que le ressentiment de ma mère envers ma maladie chronique allait se transformer en quelque chose de monstrueux. Lorsque j'ai été hospitalisée après une grave crise, elle a murmuré 6 mots qui ont tout changé. Si tu meurs, on fêtera ça. Cette nuit-là, j'ai décidé de partir pour ne plus jamais regarder en arrière. Avant de partager mon histoire, dites-moi d'où vous me regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour suivre d'autres histoires de survie et de guérison. J'ai grandi dans un quartier pavillonnaire tranquille en banlieue de Lyon, dans une maison bleue aux volets blancs dont mes parents étaient si fiers. De l'extérieur, nous ressemblions à la parfaite famille française. Ma mère, Béatrice, était connue pour sa maison immaculée et son implication dans la vie de la commune. Mon père, Richard, travaillait comme comptable dans un cabinet respectable du centre-ville. Ma sœur cadette, Camille, était le portrait craché de ma mère, tant par son apparence que par son tempérament. Quand j'étais petite, je me souviens de moments de bonheur authentique. Les petits déjeuners du dimanche avec des crêpes, les descentes en luge en hiver et les barbecues d'été où les enfants du quartier se rassemblaient dans notre jardin. Mais en grandissant, les choses ont commencé à changer. Ou peut-être suis-je simplement devenue plus consciente des dynamiques qui avaient toujours existé. Ma mère était une perfectionniste dans tous les sens du terme. La maison devait être impeccable. Les repas devaient être équilibrés sur le plan nutritionnel, mais délicieux. Et les apparences devaient toujours être maintenues. Rien de ce que je faisais ne semblait jamais répondre à ces exigences. Si j'obtenais un 18/20 à un examen, elle demandait pourquoi ce n'était pas un 20. Si je nettoyais ma chambre, elle trouvait le seul endroit que j'avais manqué. Si je portais quelque chose que j'aimais, elle commentait que cela ne mettait pas en valeur ma silhouette. « Hélène, penses-tu vraiment que c'est approprié pour le lycée ?» demandait-elle, les sourcils haussés, alors que je descendais dans une tenue que j'avais mis 1 heure à choisir. Les gens vont penser que nous ne savons pas t'habiller correctement. Mon père était physiquement présent mais émotionnellement absent. Il travaillait de longues heures, et quand il était à la maison, il se réfugiait derrière son journal ou dans son bureau. Il ne contredisait jamais ma mère, ne prenait jamais ma défense lorsque ses critiques devenaient trop dures. Son silence était sa propre forme de trahison. « Ton père travaille très dur pour subvenir aux besoins de cette famille », disait ma mère chaque fois que je lui demandais pourquoi il n'assistait jamais à mes événements scolaires. Le moins que nous puissions faire est de ne pas le déranger quand il est à la maison. En grandissant, la différence de traitement entre ma sœur et moi est devenue de plus en plus évidente. Camille ne pouvait rien faire de mal aux yeux de notre mère. Ses notes autour de 14 étaient célébrées alors que mes 18 étaient attendues. Ses tentatives artistiques étaient fièrement affichées sur le réfrigérateur, tandis que mes dessins plus aboutis étaient critiqués pour des défauts mineurs. Elle était l'enfant prodige, et j'étais celle qui ne serait jamais tout à fait à la hauteur. Je me souviens d'avoir remporté le premier prix d'un concours régional d'écriture quand j'avais 12 ans. Mon professeur avait appelé mes parents personnellement pour leur dire à quel point ma nouvelle était exceptionnelle. Quand je suis rentrée à la maison, serrant mon certificat et mon prix, ma mère y a jeté un coup d'œil et a dit « C'est bien, Hélène. As-tu pensé à sortir le poulet du congélateur comme je te l'ai demandé ?» La même année, lorsque Camille a terminé 3e à une grande dictée, mes parents l'ont emmené manger une glace et lui ont acheté un nouveau livre en récompense. Le contraste ne m'a pas échappé, même à cet âge. Malgré les dénigrements subtils constants et le manque de reconnaissance, j'ai continué à exceller sur le plan scolaire. J'ai rejoint le club de débat et le journal du lycée. J'ai fait du bénévolat au refuge pour animaux locaux. Une partie de moi espérait encore que si je réussissais assez, si j'étais assez bien, mes parents finiraient par me voir vraiment. C'est à cette époque que j'ai découvert la photographie. Madame Dubois, ma professeure d'art plastique en 4e, a remarqué que j'avais l'œil pour la composition et m'a prêté un vieil appareil photo argentique. Dès le premier instant où j'ai regardé à travers ce viseur, j'ai ressenti un sentiment de contrôle que je n'avais jamais connu auparavant. À travers l'appareil photo, je décidais de ce qui méritait l'attention, de ce qui méritait d'être préservé. J'ai économisé mon argent de poche et mes cadeaux d'anniversaire pour m'acheter mon propre appareil photo numérique à l'âge de 15 ans. Je passais des heures à me promener dans notre quartier ou dans le parc voisin, capturant des images de choses ordinaires d'une manière qui les rendait extraordinaires. Une goutte de rosée sur une feuille, un couple de personnes âgées se tenant la main sur un banc de parc, les ombres des roues de vélo sur un trottoir ensoleillé. La photographie est devenue mon refuge, ma façon de créer de la beauté dans un foyer où je me sentais de plus en plus invisible. Quand j'étais derrière l'appareil photo, peu importait que ma mère trouve à redire à tout ce que je faisais, ou que mon père ne prenne pas la peine de s'engager avec moi. Tout ce qui comptait, c'était l'image, l'histoire que je racontais à travers mon objectif. Dans ces photographies, je pouvais voir les prémices de qui je deviendrais. Pas la fille parfaite que ma mère voulait, pas la présence invisible avec laquelle mon père semblait à l'aise. Mais quelqu'un avec sa propre vision, sa propre voix, quelqu'un qui voyait la beauté dans des endroits inattendus et avait le talent pour la capturer.
Je ne savais pas encore que cette passion ne me fournirait pas seulement un exutoire émotionnel pendant mes difficiles années d'adolescence, mais qu'elle deviendrait finalement mon salut et mon chemin vers l'indépendance. Mais avant de pouvoir trouver cette liberté, les choses à la maison allaient empirer lorsque ma santé a commencé à se détériorer, préparant le terrain pour des années d'incrédulité, de rejet et finalement, la trahison la plus cruelle imaginable de la part des personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Cela a commencé par l'épuisement quand j'avais 16 ans. Pas la fatigue normale d'une adolescente qui veille tard pour étudier ou sortir, mais une lassitude profonde que le sommeil ne pouvait effacer. Je me traînais hors du lit chaque matin, avec l'impression de ne pas m'être reposée du tout. Mes articulations me faisaient mal, surtout aux mains et aux genoux. Parfois, la douleur était une pulsation sourde, d'autres fois, vive et lancinante. « Maman, je ne pense pas pouvoir aller au lycée aujourd'hui », ai-je dit un matin, mon corps lourd de fatigue. Je me sens vraiment malade. Elle a à peine levé les yeux de la préparation des paniers repas. « Hélène, tout le monde est fatigué. Tu ne peux pas manquer les cours chaque fois que tu n'as pas assez dormi. Que as-tu fait toute la nuit? Envoyer des textos à tes amis? Non, ce n'est pas ce genre de fatigue. Quelque chose ne va pas. » Elle a soupiré de façon dramatique. « Il y a toujours quelque chose avec toi. Prends un ibuprofène et va en cours. Tu as un contrôle aujourd'hui, tu te souviens? C'est devenu notre nouvelle normalité. » Mes symptômes s'accumulaient, mes inquiétudes étaient balayées. Au fil des semaines, j'ai développé ce que j'appelais un brouillard cérébral. Des difficultés à me concentrer, à oublier des choses simples, à perdre le fil de mes pensées en plein milieu d'une phrase. Mes notes ont commencé à chuter pour la première fois de ma carrière scolaire. Madame Leroy, ma professeure de français, m'a retenue après la classe un jour. « Hélène, vos derniers devoirs n'étaient pas à la hauteur de votre niveau habituel. Est-ce que tout va bien ?» La simple gentillesse de cette question m'a fait monter les larmes aux yeux. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, ai-je avoué. Je suis tout le temps si fatiguée et je n'arrive pas à réfléchir correctement. Mes parents pensent que j'invente ou que je suis dramatique. Elle a écouté attentivement. Avez-vous vu un médecin? Cela ne ressemble pas à un stress d'adolescente typique. Ma mère dit que ce sont juste des douleurs de croissance ou que j'essaie d'attirer l'attention. L'expression de Madame Leroy s'est légèrement durcie. J'aimerais appeler vos parents et leur suggérer de vous emmener chez un médecin. Seraient-ce d'accord? Cet appel a conduit à mon premier rendez-vous chez le médecin. Bien que ma mère ait clairement montré son mécontentement. Nous dépensons de l'argent que nous n'avons pas besoin de dépenser parce que tu as convaincu ta professeure qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, a-t-elle dit alors que nous étions assises dans la salle d'attente. Ton père a dû prendre un jour de congé pour ça. Le médecin de famille a écouté mes symptômes, a fait quelques tests de base et a conclu que je souffrais probablement d'anxiété et de dépression. Il a prescrit du repos et de l'exercice, une contradiction qui ne m'a pas échappé. Quand j'ai essayé d'expliquer que les symptômes physiques étaient apparus en premier, il a souri avec condescendance. De nombreux problèmes psychologiques se manifestent par des plaintes physiques, surtout chez les jeunes femmes, a-t-il dit, en regardant ma mère plutôt que moi. Essayons quelques techniques de réduction du stress avant de chercher midi à 14 heures. Ma mère a hoché la tête avec satisfaction. C'est exactement ce que je pensais, docteur. Elle a toujours été sensible. Le rejet par un professionnel de la santé a validé la conviction de ma mère que j'exagérais. Pendant des semaines, toute mention de mes symptômes a été accueillie par « Le médecin a dit que c'était dans ta tête, Hélène. Peut-être que si tu passais moins de temps à t'apitoyer sur ton sort et plus de temps à être productive, tu te sentirais mieux. » Mon père, qui avait initialement montré une certaine inquiétude, est rapidement revenu à son schéma de non-implication. « Écoute ta mère, disait-il quand j'essayais de lui parler en privé. Elle sait ce qui est le mieux. » Alors que mes symptômes s'aggravaient, l'attitude de ma mère à mon égard s'est également détériorée. Les rendez-vous chez le médecin sont devenus des sources d'agacement évidents. Elle soupirait bruyamment dans les salles d'attente, vérifiait sa montre à plusieurs reprises et se plaignait du coût du ticket modérateur et des médicaments qui ne sont probablement même pas nécessaires. C'est mon coach de débat qui m'a finalement mise en contact avec le docteur Chevalier, un rhumatologue spécialisé dans les maladies auto-immunes. Ma femme a un lupus, m'a-t-il dit tranquillement après que j'ai dû abandonner un tournoi en raison d'une fatigue extrême. Ce que vous décrivez me semble familier. Le docteur Chevalier a été différent dès le début. Elle m'a regardé, moi, pas ma mère, lorsque j'ai décrit mes symptômes. Elle a posé des questions détaillées et a pris des notes approfondies. Elle a prescrit des analyses de sang complètes et des tests spécifiques que personne n'avait suggérés auparavant. 2 semaines plus tard, nous étions assises dans son bureau alors qu'elle expliquait mon diagnostic, une maladie auto-immune qui nécessiterait une gestion à vie. Votre système immunitaire attaque essentiellement vos propres tissus, a-t-elle expliqué. C'est pourquoi vous ressentez des symptômes aussi divers. La fatigue, la douleur et les problèmes cognitifs sont tous liés. Alors que je me sentais validée d'avoir enfin un nom pour ce qui m'arrivait, la réponse de ma mère a été une incrédulité immédiate. Êtes-vous sûre? Elle a toujours été en parfaite santé avant ça. Les tests pourraient-ils être faux?
Le docteur Chevalier a été patiente mais ferme. Les résultats des tests sont assez clairs. C'est une véritable condition physique avec des marqueurs mesurables dans son sang. Mais elle est si jeune, a protesté ma mère. Et personne dans notre famille n'a quelque chose comme ça. Les maladies auto-immunes émergent souvent à l'adolescence, et les facteurs génétiques ne sont qu'un déclencheur potentiel. Les facteurs environnementaux jouent également un rôle. Sur le chemin du retour, ma mère est restée silencieuse jusqu'à ce que nous nous garions dans notre allée. Puis elle s'est tournée vers moi avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de ressentiment et d'accusation. « J'espère que tu réalises ce que cela signifie », a-t-elle dit. Les médicaments, les visites chez le médecin, les aménagements spéciaux, ça va coûter cher et être un inconvénient pour tout le monde. Ton père travaille si dur et maintenant ça. À ce moment-là, j'ai compris qu'à ses yeux, ma maladie n'était pas quelque chose qui m'arrivait. C'était quelque chose que je faisais à la famille. Alors que la nouvelle de mon diagnostic se répandait dans notre foyer, ma sœur a commencé à prendre ses distances avec moi. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais maintenant elle me traitait comme si j'étais contagieuse. « Tu ne peux pas juste essayer plus fort d'être normale ?» a-t-elle demandé une fois après que j'ai dû annuler une sortie en famille à cause d'une poussée. « Tu gâches tout pour tout le monde. » Malgré tout cela, j'ai réussi à obtenir mon baccalauréat avec mention. Il n'y a pas eu de célébration, juste un laconique au moins, tu as fini de la part de ma mère. J'ai décidé de m'inscrire à l'IUT local plutôt que d'accepter des offres d'université plus éloignées. C'était en partie dû à des préoccupations financières, mais surtout parce que gérer ma condition tout en vivant de manière indépendante me semblait écrasant à ce moment-là. Je ne savais pas que rester à la maison pour mes études m'exposerait à des années supplémentaires d'abus émotionnels croissants, alors que le ressentiment de ma famille envers ma condition grandissait en même temps que mon besoin croissant de soutien médical. Le pire était encore à venir. Mais aussi la force que je trouverais pour enfin me libérer. L'université a apporté de nouveaux défis et des bénédictions inattendues. Bien que vivre à la maison ait facilité la gestion de ma santé à certains égards, cela a intensifié la tension émotionnelle liée à l'attitude de ma famille envers ma condition. J'ai choisi un emploi du temps qui tenait compte de mes niveaux d'énergie, en suivant des cours principalement l'après-midi, une fois que ma raideur matinale s'était atténuée. Ma mère considérait cela comme de la paresse. Tout le monde arrive à se lever et à aller travailler le matin, disait-elle en tirant brusquement mes rideaux à 7 heures du matin, même les jours où je n'avais pas de cours avant midi. Le monde réel ne va pas s'adapter à ton emploi du temps. Vivre à la maison était une nécessité financière. Mes frais médicaux engloutissaient le peu d'argent que je pouvais gagner grâce à mon travail à temps partiel à la bibliothèque du campus. Même avec une mutuelle, le ticket modérateur, les médicaments spécialisés et les traitements occasionnels s'accumulaient rapidement. Mon père laissait les factures médicales sur mon bureau, une accusation silencieuse. Mais tout n'était pas sombre. À l'IUT, j'ai trouvé des gens qui m'acceptaient sans jugement. Il y avait Léa, qui me gardait des places en cours les jours où marcher était difficile. Il y avait Adrien, qui me conduisait aux rendez-vous médicaux lorsque mes parents ne pouvaient pas l'intégrer dans leur emploi du temps. Et il y avait Thérèse, qui a fait des recherches si approfondies sur ma condition qu'elle était parfois au courant des nouveaux traitements avant moi. C'est ce que font les amis, a dit simplement Thérèse quand j'ai essayé de la remercier une fois. On est là les uns pour les autres. Quelle révélation ce fut! Que prendre soin de quelqu'un ne devrait pas être assorti de conditions ou de ressentiments. La relation la plus importante que j'ai nouée pendant cette période a été avec le professeur Lambert, mon professeur de photographie. Il a immédiatement reconnu mon talent et est devenu non seulement un enseignant, mais aussi un mentor et un défenseur. « Vous avez une perspective unique, Hélène », m'a-t-il dit après avoir examiné mon premier portfolio. « Vous capturez la beauté et la lutte, la dignité dans les moments ordinaires. C'est rare. » Quand je lui ai expliqué pourquoi j'avais parfois besoin de délais supplémentaires pour mes devoirs, il a hoché la tête pensivement. L'art a toujours été un moyen de transformer la douleur en quelque chose de significatif. Vos expériences vous donnent une perspicacité que beaucoup de jeunes photographes n'ont pas. Le professeur Lambert m'a fait découvrir le travail de photographes qui documentaient leur propre parcours de santé, me montrant que ma condition pouvait nourrir mon art plutôt que de simplement limiter mes opportunités. Pour la première fois, j'ai commencé à entrevoir un avenir possible où mon identité ne serait pas définie par ce que je ne pouvais pas faire, mais par ce que je pouvais faire de manière unique. À la maison, la situation continuait de se détériorer. Le ressentiment de ma mère se manifestait par des oublis concernant mes besoins. Elle oubliait d'aller chercher mes ordonnances, ce qui entraînait des doses manquées et des poussées de la maladie. Elle organisait des événements familiaux pendant mes rendez-vous de traitement, puis se montrait déçue lorsque je ne pouvais pas y assister. « Je ne peux pas suivre tous tes trucs médicaux sans fin, Hélène, disait-elle. Tu es une adulte maintenant. Prends tes responsabilités. » L'ironie d'être sommée de prendre mes responsabilités par quelqu'un qui sabotait activement la gestion de ma santé ne m'a pas échappé. J'ai commencé à demander à mes amis de me conduire à la pharmacie et j'ai gardé un petit stock de médicaments d'urgence cachés dans ma chambre. Mon père s'est réfugié encore plus dans son travail, rentrant de plus en plus tard.
Quand il était à la maison, il s'enterrait devant la télévision ou dans le jardinage, n'importe quoi pour éviter l'attention qui imprégnait notre maison. Une fois, alors que je l'ai approché en privé au sujet du comportement de ma mère, sa réponse m'a brisé le cœur. Ta mère a beaucoup de choses à gérer, Hélène. Ce n'est pas facile pour elle non plus. Comme si ma maladie était quelque chose que je lui faisais subir plutôt que quelque chose qui m'arrivait. Pendant ce temps, ma sœur Camille s'épanouissait. Elle a obtenu des bourses, a été élue au bureau des étudiants et menait une vie sociale active. Ma mère ne se lassait jamais de faire des comparaisons. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Elle ne trouve jamais d'excuses. Camille arrive à aider à la maison, même avec son emploi du temps chargé. Regarde comme Camille est indépendante. Elle ne demande jamais qu'on la conduise ou un traitement de faveur. Pendant ma 2e année d'IUT, j'ai subi une grave poussée qui m'a conduite à l'hôpital pendant 5 jours. Les médecins ont ajusté mes médicaments et surveillé ma fonction rénale, inquiets d'une potentielle atteinte d'organes. Mon amie Thérèse me rendait visite tous les jours, m'apportant les cours et de petits cadeaux pour me remonter le moral. Le professeur Lambert a envoyé des fleurs avec un mot disant que le département maintenait ma bourse. Ma famille est venue me voir une fois, pendant exactement 30 minutes. Ma mère a passé la plupart de ce temps à se plaindre des frais de parking de l'hôpital et du fait que mon père avait dû prendre un congé. Ma sœur semblait mal à l'aise et n'osait pas croiser mon regard. Alors qu'il partait, j'ai entendu ma mère dans le couloir. Ça devient ridicule. Sais-tu ce que ce séjour à l'hôpital va nous coûter? Rien que la franchise de la mutuelle. La réponse murmurée de mon père. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est notre fille. C'est un fardeau, Richard. Elle a toujours été difficile, et maintenant ça. C'est comme si elle le faisait exprès. J'ai appuyé sur le bouton de morphine et j'ai laissé le médicament m'emporter loin de leur voix. Malgré tout cela, la photographie continuait d'être mon salut. Je me suis plongé dans mes études, développant un style distinctif qui mettait souvent en scène des contrastes entre lumière et ombre, visible et invisible, force et vulnérabilité. Mon portfolio en ligne a commencé à attirer l'attention et j'ai décroché de petits contrats en freelance pour photographier des événements et créer du contenu pour des entreprises locales. Chaque petit succès était comme un minuscule acte de rébellion contre les attentes limitées de ma famille à mon égard. Chaque paiement pour mon travail allait sur un compte d'épargne secret que j'espérais voir un jour financer ma fuite. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme avec mention en photographie et médias numériques, ma famille a assisté à la cérémonie, mais est partie immédiatement après, sautant la réception du département où mon travail était exposé. Le professeur Lambert a remarqué leur absence. Vos parents ne restent pas pour l'exposition? Vous avez 3 œuvres dans la vitrine. Ils avaient d'autres projets, ai-je dit, le mensonge amer sur ma langue. Il m'a étudié un moment, puis a dit avec précaution. Vous savez, Hélène, un talent comme le vôtre mérite d'être encouragé, et vous méritez du soutien. C'était la chose la plus proche que quelqu'un ait dite pour reconnaître que ce que je vivais à la maison n'était pas normal. Je me suis sentie vue d'une manière qui m'a rendue à la fois reconnaissante et insupportablement triste. Ce que je ne savais pas alors, c'est que la pire trahison était encore à venir. Des mots si cruels qu'ils allaient enfin briser les chaînes de l'obligation et de la culpabilité qui me maintenaient attachée à une famille qui ne m'avait jamais vraiment acceptée pour tout ce que j'étais. Des mots qui allaient finalement me libérer, bien que le coût de cette liberté serait élevé. À 24 ans, j'avais terminé mes études mais je restais piégée dans la maison de mes parents, développant ma jeune entreprise de photographie tout en gérant mes besoins médicaux de plus en plus complexes. Ma routine quotidienne tournait autour d'un équilibre délicat entre les horaires de médicaments, la conservation de l'énergie et les engagements professionnels. Chaque matin commençait par une poignée de pilules prises avec de la nourriture pour éviter les dommages à l'estomac. Je me reposais pendant 30 minutes pendant qu'elle faisait effet, soulageant suffisamment la raideur et la douleur pour que je puisse me doucher et m'habiller. Les bons jours, je pouvais travailler plusieurs heures avant d'avoir besoin de me reposer à nouveau. Les mauvais jours, même les soins personnels de base étaient un défi. Ma mère considérait cette routine avec un dédain visible. Ça doit être agréable de traîner toute la journée, commentait-elle, bien qu'elle me voie travailler sur mon ordinateur ou retoucher des photos pour des clients. Quand j'expliquais que j'étais en fait en train de travailler, elle répondait « Eh bien, ça ne ressemble pas à un vrai travail pour moi. » La tension dans notre foyer avait atteint un état quasi constant. Mon père s'était essentiellement retiré, ne rentrant à la maison que pour manger et dormir avant de retourner au bureau. Ma sœur, maintenant en 3e année dans une université prestigieuse, venait rarement et me parlait encore moins souvent. En mars de cette année-là, j'ai connu une grave poussée qui a temporairement affecté ma mobilité. Mon rhumatologue a prescrit un traitement à court terme aux stéroïdes et m'a recommandé d'utiliser un fauteuil roulant pendant quelques semaines pour éviter d'autres dommages articulaires. Le premier jour où je suis rentrée à la maison avec le fauteuil roulant, la réaction de ma mère a été immédiate et viscérale. Elle a physiquement reculé lorsque je suis entrée par la porte d'entrée. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Les voisins vont voir. Le docteur Chevalier dit que c'est juste pour quelques semaines pour soulager la pression sur mes articulations pendant que le nouveau médicament fait effet.
Elle a pincé les lèvres. Où est-ce qu'on est censé mettre cette chose? La maison n'est pas faite pour ça, Hélène. Je le garderai plié dans ma chambre quand je ne l'utiliserai pas. Il ne prendra pas beaucoup de place. Ce soir-là, je l'ai entendu au téléphone avec une amie. C'est comme avoir une invalide à la maison. Je n'ai pas signé pour ça. C'est une chose après l'autre avec elle. La réponse de mon père au fauteuil roulant a été de prétendre qu'il n'existait pas. Il le contournait comme s'il naviguait autour d'un meuble mal placé, n'offrant jamais son aide lorsque je peinais avec les portes ou les coins étroits. Quand ma sœur Camille est rentrée pour les vacances de printemps, sa gêne était palpable. Elle a annulé ses projets d'inviter des amis, disant que la maison était trop encombrée. Quand je lui ai demandé si elle voulait dire à cause de mon fauteuil roulant, elle a évité la question. Ce n'est pas parce que tu es coincé à la maison que je dois l'être aussi, a-t-elle lancé. Le point de rupture est survenu lors d'un dîner de famille en avril. Mes parents avaient invité quelques voisins et les collègues de mon père, ce qu'ils faisaient rarement maintenant. J'avais une journée particulièrement difficile avec une douleur et une fatigue accrue, mais j'ai fait l'effort de me joindre au dîner, sachant que mon absence ne ferait qu'alimenter le ressentiment de ma mère. Je me suis approchée en fauteuil de l'espace laissé à la table à manger. Mais avant que je puisse me positionner, ma mère est intervenue. « Hélène, ne serais-tu pas plus à l'aise pour manger dans la cuisine? La salle à manger est si bondée avec tout le monde ici. » L'insinuation était claire. Mon fauteuil roulant était une horreur, et par extension, moi aussi. « Je suis bien ici, maman, » ai-je dit doucement, ne voulant pas créer de scène devant les invités. Elle a affiché son sourire social, celui qui n'atteignait jamais ses yeux. « Eh bien, si tu es sûre, je veux juste que tu sois à l'aise. » Le dîner s'est poursuivi avec une conversation guindée. J'ai remarqué comment mes parents parlaient des accomplissements de Camille, de la récente promotion de mon père, du travail communautaire de ma mère, tandis que je restais non mentionnée, comme si mon existence était une note de bas de page dans le récit familial. Puis le collègue de mon père m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Avant que je puisse répondre, ma mère a sauté sur l'occasion. Hélène explore ses options en ce moment. Elle a eu quelques problèmes de santé. En fait, je suis photographe freelance, ai-je corrigé gentiment. Je me spécialise dans la photographie d'événements et le contenu pour les médias numériques. Comme c'est intéressant, a dit la femme du collègue. Avez-vous un portfolio que nous pourrions voir? J'ai commencé à décrire mes projets récents, mais ma mère m'a de nouveau interrompu. C'est plutôt un passe-temps. Avec sa condition, il lui est difficile de s'engager dans un travail régulier. La brûlure familière de l'humiliation m'est montée au cou. En fait, j'ai plusieurs clients réguliers et une entreprise en pleine croissance, ai-je dit, ma voix plus. Ferme maintenant. L'expression de ma mère s'est durcie. Eh bien, ce n'est guère suffisant pour subvenir à tes besoins, n'est-ce pas? Pas avec toutes tes dépenses médicales. Un lourd silence est tombé sur la table. L'un des invités s'est raclé la gorge, mal à l'aise. À ce propos, a poursuivi ma mère, apparemment incapable de s'arrêter. Vous n'imaginez pas ce que ces traitements spéciaux et ces médicaments représentent comme charge. L'assurance maladie et la mutuelle ne couvrent qu'une partie, et avec les frais de scolarité pour Camille. J'ai senti quelque chose bouger en moi, une plaque tectonique se déplaçant après des années de pression. Sans un mot, je me suis éloignée de la table en fauteuil roulant et me suis dirigée vers ma chambre, mes mains tremblant d'un mélange de rage et d'humiliation. Derrière moi, j'ai entendu la voix de ma mère, vive et cassante. Elle est parfois émotive. Ça fait partie de sa condition. Maintenant, qui voudrait un peu plus de rôti? Dans ma chambre, la combinaison du stress, des médicaments manqués, ma mère avait oublié de renouveler l'une de mes ordonnances et d'une prise alimentaire réduite a déclenché une réaction en cascade. Mon cœur s'est emballé, ma vision s'est brouillée et une douleur fulgurante a traversé mes articulations. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler quelqu'un, n'importe qui, mais j'ai perdu connaissance avant de pouvoir composer le numéro. Je me suis réveillée avec des ambulanciers me soulevant sur une civière, mes parents se tenant dans l'embrasure de la porte de ma chambre. Les invités du dîner étaient partis. Tension basse, pour rapide et filant, a dit un ambulancier à l'autre. Christ autoimmune possible. On y va. Dans l'ambulance, l'ambulancier m'a interrogé sur mes médicaments. Comme j'étais trop désorientée pour répondre clairement, il s'est tourné vers ma mère, qui avait insisté pour monter avec moi. Madame, quel médicament prend votre fille? Elle a balbutié les noms et les dosages, incapable de fournir les informations qui pourraient aider à me stabiliser. Je ne suis pas au courant de tout ça, dit-elle sur la défensive. C'est une adulte. Elle gère ses propres médicaments. L'hôpital était un flou de lumière vive, de voix pressantes et de sensations aiguës. On m'a diagnostiqué une poussée sévère compliquée par une interruption de traitement et une déshydratation. Ils m'ont admise pour surveiller ma fonction rénale et m'administrer des stéroïdes et des fluides par voie intraveineuse. Tard cette nuit-là, quand le service était calme et que j'étais enfin stabilisée, mes parents sont venus dans ma chambre. Mon père avait l'air fatigué et mal à l'aise dans le cadre hospitalier.
Le visage de ma mère arborait son expression de martyr, celle qui disait qu'elle endurait encore un autre inconvénient causé par moi. Il pensait que je dormais. J'ai gardé les yeux fermés, trop épuisé pour une autre confrontation. Je les ai entendus parler doucement entre eux. Combien de temps va-t-elle rester ici? A demandé mon père. Le médecin a dit au moins 3 jours, a répondu ma mère. Encore des factures, encore des jours de congé à prendre. Beatrice, SILT plate. Elle peut entendre. Non, elle est dans les vapes à cause des sédatifs. Et même si elle pouvait entendre, peut-être qu'elle devrait. Peut-être qu'elle devrait comprendre ce que cela fait à notre famille. Le drame constant, les dépenses, l'embarras de ce soir. Il y a eu une longue pause. Parfois je pense. La voix de ma mère a encore baissé. Mais dans la chambre d'hôpital silencieuse, je pouvais encore entendre chaque mot avec une clarté parfaite. Parfois je pense que si seulement elle pouvait mourir, nous pourrions enfin continuer nos vies. Mon père a eu un hoquet. Béatrice, tu ne penses pas ça. Elle a eu un petit rire amer. Vraiment? Penses why, Richard. Si tu meurs, on fêtera ça. Fini de tirer la famille vers le bas avec tes besoins constants. Fini de vider notre fonds de retraite. Pour tes traitements. Fini d'expliquer aux amis pourquoi notre fille est en fauteuil roulant au lieu de construire une vie normale. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je m'attendais à ce que mon père me défende, qu'il exprime son choc ou sa colère face à ce que ma mère venait de dire. Au lieu de cela, après un long moment, je l'ai entendu soupirer. Tu es fatigué. Nous devrions rentrer à la maison et nous reposer un peu. Pas un mot sur la monstruosité de ses propos. Pas « c'est notre fille et nous l'aimons quoi qu'il arrive ». Juste tu es fatigué. À ce moment-là, quelque chose en moi qui tenait à un fil s'est finalement rompu. L'espoir ténu que quelque part sous le ressentiment et la déception, mes parents m'aimaient encore. Cet espoir est mort. Il est mort aussi silencieusement et définitivement que s'il avait été euthanasié. J'ai gardé ma respiration régulière, mes yeux fermés, ne donnant aucune indication que j'avais entendu chaque mot. Mais alors qu'il quittait ma chambre d'hôpital, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie pour toujours. J'allais partir et je ne reviendrais jamais. La clarté de cette décision était presque euphorique. Pendant des années, j'avais été piégé non seulement par la dépendance financière et les limitations de santé, mais aussi par l'espoir désespéré que ma famille finirait par m'accepter et m'aimer tel que j'étais. Maintenant que cet espoir était éteint, je ressentais une étrange nouvelle liberté. Si ma propre mère pouvait me souhaiter la mort, alors je ne lui devais rien. Ni ma présence, ni ma culpabilité, ni un instant de plus à essayer de gagner un amour qui ne serait jamais donné librement. Alors que j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, les machines bipant doucement autour de moi, j'ai commencé à planifier ma fuite, loin des gens qui auraient dû être mes plus grands soutiens, mais qui étaient devenus ma source de douleur la plus constante. Pendant les 3 jours que j'ai passés à l'hôpital, j'ai formulé mon plan d'évasion avec une clarté et une détermination que je n'avais pas ressenties depuis des années. L'assistante sociale de l'hôpital, Madame Martin, m'a rendu visite le 2e jour pour discuter de mon système de soutien à domicile et a semblé préoccupée par mes réponses vagues. Hélène, y a-t-il quelque chose concernant votre situation familiale dont vous aimeriez parler? Demanda-t-elle, ses yeux bienveillants étudiant mon visage. J'ai hésité, puis j'ai décidé de tâter le terrain. Quelles sont les ressources disponibles pour une personne dans ma situation qui a besoin de vivre de manière indépendante? Son expression a subtilement changé. Il existe plusieurs programmes qui pourraient vous aider. Envisagez-vous de déménager seul? J'explore mes options, ai-je dit prudemment. À la fin de notre conversation, j'avais des informations sur l'allocation aux adultes handicapés, les programmes d'aide au logement et les groupes de soutien locaux pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Madame Martin m'a également donné son numéro direct. Si jamais vous avez besoin de parler ou si votre situation change soudainement, s'il vous plaît, appelez-moi, dit-elle de manière significative. Ce soir-là, quand ma chambre fut vide, j'ai appelé le professeur Lambert depuis mon lit d'hôpital. Je ne lui avais pas beaucoup parlé depuis l'obtention de mon diplôme, mais il avait toujours dit à ses étudiants de le contacter s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Hélène, c'est un plaisir de vous entendre. Est-ce que ça va? Vous avez une voix différente. Je ne pouvais pas me résoudre à répéter les mots de ma mère. Alors, j'ai simplement dit, je suis à l'hôpital et j'ai réalisé que je dois quitter la maison de mes parents dès que possible. J'ai un peu d'argent de côté, mais j'ai besoin d'un endroit temporaire où rester pendant que je cherche un appartement. Je ne demanderai pas si j'avais d'autres options. La pause qui suivit fut brève. Ma femme et moi avons un sous-sol aménagé avec sa propre salle de bain. Il est à vous aussi longtemps que vous en aurez besoin. Quand voulez-vous déménager? Les larmes me sont montées aux yeux. Merci. J'aurai besoin de quelques semaines pour tout organiser. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Et Hélène, je suis fière de vous. Après ma sortie de l'hôpital, je suis retournée chez mes parents avec mon plan fermement en place. J'agirai normalement, ne leur donnant aucune raison de soupçonner que je prévoyais de partir. Pendant ce temps, j'accélérais mon travail en freelance,
acceptant autant de projets que ma santé le permettait pour renforcer mon coussin financier. J'ai créé une liste des articles essentiels à emporter, médicaments, documents importants, équipements photographiques et quelques effets personnels ayant une valeur sentimentale. Tout le reste, je pourrais le remplacer éventuellement. Le timing s'est parfaitement aligné lorsque mes parents et ma sœur ont annoncé qu'ils se rendraient à l'université de Camille pour une cérémonie de remise de prix le week-end. Ma mère l'a mentionné nonchalamment au dîner, sans même me demander si je voulais y assister. La supposition que je ne voudrais pas ou ne pourrais pas venir m'a piqué, mais cela m'a aussi fourni l'occasion parfaite. C'est merveilleux, ai-je dit, forçant l'enthousiasme dans ma voix. Camille mérite cette reconnaissance. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je me débrouillerai seule ce week-end. Dès que leur voiture a quitté l'allée ce vendredi matin, je suis passée à l'action. J'avais déjà secrètement emballé la plupart de mes affaires essentielles, les cachant dans des boîtes de rangement sous mon lit. J'ai appelé Adrien, qui est arrivé avec sa camionnette en moins d'1 heure. Tu es sûr de toi, Helene? Demanda-t-il alors que nous chargions le dernier de mes biens. J'ai regardé la maison qui avait été à la fois ma prison et mon foyer pendant 24 ans. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. J'ai laissé un bref mot sur le comptoir de la cuisine. J'ai déménagé. Je suis en sécurité, mais je ne reviendrai pas. S'il vous plaît, n'essayez pas de me trouver. J'ai besoin d'espace pour guérir. Helene. Je n'ai pas mentionné ce que j'avais entendu à l'hôpital. Je n'ai pas listé des années de grief ni exprimé de colère. Ces mots n'étaient pas pour eux. Ils étaient pour moi, et je les emportais avec moi dans ma nouvelle vie. Le professeur Lambert et sa femme Carole m'ont accueilli chez eux avec une chaleur que je n'avais pas connue depuis des années. Leur appartement en sous-sol était petit mais confortable, avec un lit simple, un bureau pour mon ordinateur et une salle de bain avec des barres d'appui que Carole avait installées la veille de mon arrivée. Nous voulons que tu te sentes chez toi ici, dit-elle en me montrant où ils avaient libéré de l'espace dans le réfrigérateur pour mes aliments de régime spécial. Aussi longtemps que tu en auras besoin. Les premiers jours d'indépendance ont été difficiles. J'ai dû trouver de nouveaux médecins, établir un suivi avec un rhumatologue local et naviguer seul dans le complexe système de santé français. Il y a eu des moments où le fardeau administratif semblait écrasant, surtout pendant les poussées lorsque ma fonction cognitive était affectée. L'argent était un problème. Même avec une liste croissante de clients en photographie, la combinaison des frais de subsistance et des frais médicaux signifiait que je devais budgétiser soigneusement. J'ai fait une demande pour chaque programme d'aide que Madame Martin avait recommandé, ravalant ma fierté face à la nécessité. J'ai trouvé une alliée inattendue en la personne du docteur Fournier, ma nouvelle rhumatologue. Après avoir entendu une version édulcorée de la raison pour laquelle j'avais quitté la maison, elle m'a mise en contact avec une étude de recherche sur ma condition qui fournissait des médicaments et un suivi gratuit pendant 1 an en échange de ma Participation. Vous n'êtes pas la première patiente que je vois qui a dû quitter une situation familiale non soutenante, dit-elle. La maladie chronique peut révéler qui est vraiment là pour vous. Progressivement, j'ai établi une nouvelle routine. Les matinées étaient consacrées à la gestion médicale et au repos. Les après-midi au travail photographique, à la retouche de photos, aux rencontres avec les clients, à la mise à jour de mon portfolio. Les soirées étaient pour un projet photographique qui se formait dans mon esprit depuis l'hôpital, une série documentant la nature invisible de la maladie chronique. Je l'ai appelé ce que vous ne voyez pas. Chaque image associait le portrait d'une personne atteinte d'une maladie invisible à des représentations symboliques de son expérience intérieure. Une femme atteinte de lupus photographiée sous une lumière crue que seule elle pouvait voir. Un homme atteint de fatigue chronique montré portant des poids invisibles. Un enfant atteint d'arthrite juvénile avec des mains qui semblaient normales dans une image et se révélaient douloureuses et enflammées dans la suivante. Lorsque j'ai posté les premières images en ligne, la réponse a été immédiate et écrasante. Des personnes atteintes de maladies chroniques ont partagé les photos, ajoutant leurs propres histoires. Des publications dédiées à la maladie chronique et au handicap m'ont contacté pour des interviews. Le propriétaire d'une galerie locale a vu la série et m'a invité à l'exposer dans une prochaine exposition axée sur le corps et l'identité. Pendant cette période, mon téléphone vibrait régulièrement avec des messages de ma famille. Au début, ils exprimaient de la confusion, puis de la colère. Mon père me suppliait d'être raisonnable et de penser à ce que cela faisait à ta mère. Ma sœur m'accusait d'être égoïste et dramatique. Les messages de ma mère ont évolué, passant de l'exigence de mon retour immédiat à la menace de me signaler comme une adulte vulnérable en danger. Quand cela n'a pas fonctionné, elle est passée à la culpabilité. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies. J'ai lu chaque message, mais n'ai répondu à aucun. Chaque SMS sans réponse était un petit acte d'autoprotection, une brique dans le mur que je construisais entre mon passé et mon avenir. 6 mois après mon départ, j'ai trouvé un appartement d'une chambre abordable dans un immeuble avec ascenseur, une exigence non négociable compte tenu de mes problèmes de mobilité. Il était petit et avait besoin d'être rénové, mais il était à moi. Le jour où j'ai signé le bail, j'ai ressenti une vague de fierté si intense qu'elle m'a fait monter les larmes aux yeux.
La même semaine, j'ai rencontré Julien dans un collectif d'artistes local où je photographiais un événement. Il était graphiste spécialisé dans le design accessible, créant des sites web et des supports utilisables par des personnes ayant divers handicaps. Nous nous sommes liés d'amitié grâce à notre engagement commun à rendre le monde plus accessible et à notre amour mutuel pour le cinéma des années 1970. « Tu voudrais prendre un café un de ces jours ?» demanda-t-il à la fin de la soirée. J'ai hésité, pensant à toutes les complications que ma santé apportait aux relations. Je devrais probablement te dire que j'ai une maladie chronique. Cela affecte mes niveaux d'énergie et parfois ma mobilité. Ça complique les rencontres. Il a souri. J'ai un cousin atteint de sclérose en plaques. Je comprends plus que tu ne le penses. Que dirais-tu de ça? On prévoit un café, mais si tu n'es pas d'attaque pour sortir ce jour-là, je t'apporte le café et on regarde un film à la place. Sans pression. Cette simple reconnaissance de ma réalité sans la traiter comme un fardeau a été comme une clé déverrouillant quelque chose en moi. Pour la première fois, j'ai commencé à croire que je pouvais avoir non seulement l'indépendance, mais aussi des liens, que je méritais. Let's do. Alors que ma première année de liberté touchait à sa fin, j'ai regardé le chemin parcouru. D'un fauteuil roulant dans la maison de mes parents, endurant des abus émotionnels quotidiens, à mon propre appartement, une carrière en pleine croissance et les débuts d'une relation basée sur le respect mutuel, je ne survivais pas seulement. Je commençais à m'épanouir. Ce que je ne savais pas alors, c'est que ma nouvelle stabilité serait bientôt mise à l'épreuve par les tentatives de plus en plus désespérées de ma famille de se réinsérer dans ma vie, des tentatives qui me forceraient à définir et à défendre des limites que je commençais à peine à établir. 3 ans passèrent, chaque jour mettant plus de distance entre moi et l'environnement toxique que j'avais fui. Ma carrière de photographe s'était épanouie au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ma série Ce que vous ne voyez pas avait été exposée dans des galeries à travers le pays, et j'avais été chargée de créer des séries similaires pour des organisations de défense de la santé. Mon travail a été présenté dans un grand magazine d'art, accompagné d'une interview approfondie sur mon approche de la visualisation des maladies invisibles. Le journaliste décrivait ma photographie comme implacablement honnête mais profondément compatissante, forçant les spectateurs à affronter les luttes invisibles de ceux qui les entourent. Je m'étais construit une solide présence en ligne grâce à mon site web et à mes comptes sur les réseaux sociaux, où je partageais non seulement mon travail professionnel mais aussi mon parcours personnel avec la maladie chronique. J'ai découvert que le fait d'être ouverte sur mes problèmes de santé approfondissait en fait les liens avec mes clients et mes abonnés, plutôt que de les éloigner comme ma famille l'avait toujours laissé entendre. Ton honnêteté permet aux gens de se sentir vus, m'a dit mon amie Thérèse lorsque j'ai exprimé ma surprise face à la réaction positive. Tu crées un espace pour des conversations qui doivent avoir lieu. Ma relation avec Julien s'était régulièrement renforcée. Il comprenait sans explication quand je devais annuler des projets à cause d'une poussée. Et il avait un sens intuitif du moment où il fallait offrir de l'aide et du moment où il fallait se retirer et me laisser maintenir mon indépendance. Ce n'est pas si compliqué, a-t-il dit une fois quand je l'ai remercié pour sa patience. Je fais attention à ce dont tu as besoin, et je ne le prends pas personnellement quand ces besoins changent. C'est juste du respect de base. 6 mois plus tôt, nous avions emménagé ensemble dans une petite maison, choisissant un endroit avec un minimum d'escaliers et l'aménageant pour l'accessibilité. Julien a installé des barres d'appui dans la salle de bain, rehaussé les prises électriques pour réduire le besoin de se pencher, et a créé un studio de photographie dans la chambre d'amis avec des surfaces de travail à hauteur réglable. C'est notre maison, a-t-il dit alors que nous arrangions les meubles dans le salon. Elle doit fonctionner pour nous deux. Ma santé s'était quelque peu stabilisée avec un traitement constant et un stress réduit. J'avais encore des poussées et des mauvais jours, mais j'avais développé des stratégies de gestion et un système de soutien qui ne considérait pas mes besoins comme un fardeau. C'est pendant cette période de paix relative que le premier contact de ma famille est arrivé. J'étais en train de retoucher des photos un après-midi quand une notification d'email est apparue de camille.richard@mail.com. Objet, j'ai besoin de te parler, Hélène. Ça fait 3 ans. J'ai trouvé ton site web et j'ai vu que tu réussissais bien avec ta photographie. J'en suis contente. Les choses à la maison ne vont pas bien. Maman et papa ne sont plus les mêmes depuis que tu es partie. Nous devons parler, Camille. J'ai fixé l'écran, mon cœur battant la chamade. Après 3 ans de silence de ma part, ce bref message était comme une pierre jetée à travers une fenêtre. J'ai fermé mon ordinateur portable sans répondre et suis allé faire une lente promenade dans le quartier, essayant de traiter mes sentiments. Ce soir-là, j'ai parlé de l'email à Julien. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Ai-je demandé. Il a réfléchi attentivement. Qu'est-ce que tu veux faire? Parler avec elle ne t'oblige pas à renouer avec tes parents. Tu pourrais fixer des limites sur ce que tu es prête à discuter. Après 2 jours de réflexion, j'ai répondu par un bref message acceptant un appel téléphonique, mais en précisant que je n'étais pas prête à discuter d'une réunion avec nos parents. L'appel a été tendu au début, Camille semblant ne pas savoir comment me parler. Puis les vannes se sont ouvertes. Quand tu es partie, maman était furieuse, a-t-elle dit.
Elle n'arrêtait pas de dire que tu étais dramatique et ingrate, que tu reviendrais en rampant quand tu n'aurais plus d'argent. Papa était silencieux comme toujours, mais je voyais bien qu'il était inquiet. Ils ont dit à tout le monde que tu restais chez des amis pendant que tu recevais un traitement spécialisé. Elle a fait une pause et je l'ai entendue prendre une profonde inspiration. Après quelques mois, quand tu n'es pas revenu et que tu n'as pas répondu à leurs messages, maman a commencé à blâmer tout le monde sauf elle-même. Elle a blâmé papa de ne pas avoir été plus strict avec toi, tes médecins de t'avoir rempli la tête de bêtises sur ta maladie, même moi d'avoir reçu plus d'attention que toi. Et toi, qu'en penses-tu, Camille? Ai-je demandé, en gardant ma voix neutre. Une autre longue pause. Je pense qu'ils avaient tort. La façon dont ils t'ont traité était injuste. J'avais tort aussi de les suivre. Je ne comprenais pas ta maladie et c'était plus facile de croire maman quand elle disait que tu exagérais. Je suis en fac de médecine maintenant et j'ai tellement appris sur les troubles auto-immuns. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où tu avais mal et où aucun de nous ne te croyait. Les excuses que je ne m'étais jamais attendue à entendre d'un membre de ma famille m'ont fait monter les larmes aux yeux, mais je suis restée prudente. Merci de dire ça. Ça signifie beaucoup. Il y a plus, a-t-elle continué. Maman a trouvé ton site web le mois dernier. Elle a vu l'article du magazine. Elle est obsédée par l'idée de te contacter. Papa lui a finalement dit que si ta propre mère ne t'avait pas souhaité la mort, peut-être que tu ferais encore partie de la famille. J'ai eu le souffle coupé. Il a entendu ça à l'hôpital? Oui. Il m'a raconté ce que maman a dit cette nuit-là. Il a dit qu'il ne s'est jamais pardonné de ne pas t'avoir défendu, de ne pas être parti avec toi. Après cette conversation, Camille et moi avons commencé à reconstruire prudemment notre relation par des SMS et des appels occasionnels. J'ai appris qu'elle avait choisi la rhumatologie comme spécialité, en partie inspirée par sa compréhension tardive de mon expérience. 2 semaines après notre premier appel, un email de mon père est arrivé. Contrairement aux messages exigeants de ma mère des années auparavant, le sien était humble et bref, reconnaissant son échec à me protéger et demandant si je serais prête à le rencontrer pour un café un jour, à tes conditions, quand et si jamais tu es prête. Je n'ai pas répondu immédiatement, en discutant d'abord avec ma thérapeute, le docteur Moreau, que je voyais depuis peu après ma fuite. Vous ne lui devez pas une rencontre, m'a-t-elle rappelé. Que espéreriez-vous en tirer si vous acceptiez de le voir? Une forme de conclusion, peut-être, ai-je dit. Et je veux le regarder dans les yeux quand il expliquera pourquoi il est resté sans rien dire pendant que maman disait ces choses. Nous nous sommes finalement rencontrés dans un café neutre à mi-chemin entre nos maisons. Mon père avait l'air plus vieux que ce à quoi je m'attendais, avec de nouvelles rides gravées autour de ses yeux et de sa bouche. Il semblait ne pas savoir s'il devait me prendre dans ses bras, optant finalement pour une poignée de main maladroite. « Tu as l'air en forme, Hélène, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Tes photos dans ce magazine étaient incroyables. Merci, ai-je répondu, attendant qu'il en vienne au fait. Après quelques banalités sur mon travail, il a finalement abordé ce que nous savions tous deux être le véritable but de notre rencontre. Je t'ai laissé tomber, a-t-il dit simplement. En tant que père, mon travail était de te protéger, et je ne l'ai pas fait. J'ai laissé le ressentiment de ta mère grandir jusqu'à ce qu'il empoisonne toute notre famille, et je n'ai rien fait pour l'arrêter. Pourquoi, ai-je demandé, la question qui me hantait depuis des années. Pourquoi n'as-tu rien dit cette nuit-là à l'hôpital? Il a baissé les yeux sur ses mains. J'étais un lâche. J'avais passé tellement d'années à éviter les conflits avec ta mère que c'était devenu un réflexe. Le temps que je réalise ce qu'elle avait dit, tu étais parti. Il a levé les yeux, les siens humides. Ce n'est pas une excuse. Il n'y a pas d'excuse. La rencontre n'a pas abouti à une réconciliation immédiate, mais elle a ouvert la porte à une communication occasionnelle et soigneusement délimitée. Ma mère était une autre histoire. Sa réaction initiale en découvrant mon succès a été de tenter de se réinsérer dans ma vie comme si de rien n'était. Lorsque cela a échoué, elle a essayé différentes tactiques, culpabilité, manipulation et finalement menace. Ta mère a appelé la galerie qui accueille ton exposition, m'a prévenu Camille un jour. Elle allait se pointer et faire une scène. Papa l'en a dissuadée, mais elle devient de plus en plus imprévisible. J'ai renforcé la sécurité lors de mes événements et je me suis assuré que mon adresse restait privée. J'ai également consulté un avocat pour obtenir une ordonnance d'éloignement, même si j'espérais ne pas en arriver là. La situation a atteint son paroxysme après que j'ai donné une interview à un magazine de santé dans lequel j'ai brièvement mentionné avoir quitté un environnement familial non soutenant qui avait exacerbé ma maladie. Bien que je n'ai pas donné de nom ni partagé de détails spécifiques, ma mère était convaincue que j'essayais de faire honte publiquement à la famille. Elle a laissé des messages vocaux de plus en plus frénétiques et a envoyé une lettre recommandée menaçant d'une action en justice pour diffamation si je continuais à répandre des mensonges sur mon éducation. Plutôt que de m'engager directement,
J'ai demandé à mon avocat d'envoyer une réponse brève et factuelle, lui rappelant que la vérité est une défense absolue contre les accusations de diffamation et que j'avais des preuves de son comportement, y compris des témoignages de professionnels de la santé qui avaient observé ses actions lors de mes hospitalisations. La menace légale s'est évaporée, mais les retombées émotionnelles ont continué. Ma sœur a rapporté que notre mère s'était mise à réécrire l'histoire, racontant aux parents et amis que j'avais toujours été instable et difficile, qu'elle avait fait tout son possible pour m'aider avant que je ne coupe inexplicablement le contact. Elle le croit maintenant, a dit tristement Camille. Elle s'est convaincue qu'elle était une mère parfaite pour un enfant difficile. À travers toute cette tourmente, j'ai maintenu mes limites et continué à construire ma vie. Je me suis concentrée sur mon entreprise de photographie en pleine croissance, ma relation avec Julien et mon travail de sensibilisation pour les personnes ayant un handicap invisible. Chaque succès, chaque moment de joie était comme une justification de ma décision de partir. Lorsque Julien m'a demandé en mariage pour notre 2e anniversaire, me présentant un appareil photo vintage avec une bague de fiançailles, j'ai dit oui sans hésiter. En planifiant notre petit mariage accessible, je me suis demandé si je devais inviter mon père et ma sœur, décidant finalement de les inclure, mais avec des attentes claires sur leur comportement et l'exclusion de ma mère de l'événement. C'était une décision douloureuse, mais nécessaire pour mon bien-être. Alors que ma nouvelle vie continuait de se déployer et de s'épanouir, j'ai compris que guérir ne signifiait pas prétendre que le passé n'avait pas eu lieu. Cela signifiait construire quelque chose de nouveau selon mes propres termes, avec des gens qui m'appréciaient exactement tel que j'étais. À 31 ans, en repensant au parcours des 5 dernières années depuis que j'ai quitté le domicile familial, je suis frappée par la transformation complète de ma vie. La jeune femme effrayée et dévalorisée qui est sortie de cette maison en fauteuil roulant avec quelques affaires et un fragile espoir d'indépendance est devenue quelqu'un dont je suis fière. Mon studio de photographie, Visible Light Photography, s'est imposé comme un leader dans le portrait inclusif et l'imagerie de sensibilisation. Les clients viennent à moi spécifiquement pour ma capacité à capturer la complexité de leurs expériences, qu'ils vivent avec des maladies chroniques ou qu'ils veuillent simplement des photographies qui reflètent leur moi authentique. L'année dernière, mon travail a été acquis par un grand musée national pour une exposition permanente sur l'évolution des perceptions du handicap en France. En me tenant dans cet espace prestigieux, en voyant mes photographies sur ces murs, j'ai pensé à toutes les fois où ma mère avait qualifié ma passion de passe-temps et j'ai ressenti une justification tranquille qui n'avait besoin d'aucun public. Mon mariage avec Julien m'a montré à quoi ressemble un véritable partenariat. Nous abordons mes problèmes de santé en équipe, sans ressentiment ni martyre. Les bons jours, nous parcourons les sentiers accessibles du parc régional près de chez nous ou essayons de nouveaux restaurants en ville. Les mauvais jours, il m'apporte du thé et mes médicaments, puis me laisse l'espace nécessaire pour me reposer sans me couver ni me faire sentir coupable. Le mariage, ce n'est pas seulement les bons moments, a-t-il dit une fois. C'est être là l'un pour l'autre à travers tout. Ta santé fait partie de toi, ce n'est pas un fardeau que je tolère. Au fil des ans, j'ai développé de meilleures stratégies pour gérer ma maladie. En travaillant avec le docteur Fournier, j'ai trouvé une combinaison de médicaments qui réduit la fréquence et la gravité des poussées. J'ai intégré le yoga doux et la natation dans ma routine, 2 activités qui aident à soulager les douleurs articulaires sans provoquer d'inflammation supplémentaire. J'ai appris à écouter les signaux de mon corps avant qu'ils ne deviennent des cris, à me reposer avant de m'effondrer, à demander de l'aide avant d'atteindre la crise. Ce n'étaient pas des compétences que mon environnement familial m'avait permis de développer, pas quand chaque aménagement était traité comme une imposition, chaque limitation comme un échec moral. Ma relation avec mon père et ma sœur a évolué pour devenir quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Nous ne sommes pas proches au sens conventionnel du terme, mais nous avons établi un rapport prudent basé sur le respect continu de mes limites. Mon père envoie des emails toutes les quelques semaines, partageant de brèves nouvelles de sa vie sans faire pression pour plus d'engagement que ce avec quoi je suis à l'aise. Ma sœur, maintenant rhumatologue en exercice, me consulte occasionnellement sur les ressources pour ses patients atteints de maladies similaires à la mienne. La confrontation finale avec ma mère est survenue de manière inattendue lors du vernissage de ma plus grande exposition personnelle. L'exposition, intitulée Résilience, présentait des portraits de personnes ayant surmonté diverses formes d'adversité, associées à des images représentant leur force intérieure. Je parlais avec un groupe de mécènes de la galerie quand j'ai senti une tape sur mon épaule. En me retournant, je me suis retrouvée face à ma mère pour la première fois en 5 ans. Elle avait l'air plus âgée, plus petite en quelque sorte, mais j'ai reconnu la détermination de sa mâchoire. « Hélène », dit-elle, sa voix portant cette note d'autorité familière qui me faisait autrefois me recroqueviller. « Nous devons parler. » Le directeur de la galerie, qui connaissait mon histoire, s'est rapidement avancé pour intervenir, mais j'ai levé la main. « C'est bon. Je vais m'en occuper. » J'ai conduit ma mère dans un coin tranquille de la galerie, loin de la foule. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai été surprise de constater que mes mains étaient stables. « Comment m'as-tu trouvé » ai-je demandé. « Ton exposition était annoncée dans le journal » a-t-elle dit.
J'ai suivi ta carrière de loin. J'ai attendu, ne disant rien. Autrefois, je me serais précipitée pour combler le silence, pour m'excuser d'exister, pour la mettre à l'aise à mes dépens. Plus maintenant. Après un long moment, elle a repris la parole, sa voix plus basse. Tu as bien réussi. Les photographies elles sont très puissantes. Merci, ai-je simplement dit. Je suis une thérapie, a-t-elle poursuivi, les mots semblant la surprendre elle-même. Ton père a insisté après tout ça. J'essaie de comprendre pourquoi je t'ai traité comme je l'ai fait. Je suis restée silencieuse, la regardant chercher ses mots. J'ai eu tort, a-t-elle finalement dit, les larmes montant à ses yeux. Ce que j'ai dit à l'hôpital cette nuit-là, je ne le pensais pas. J'étais épuisée, frustrée et effrayée. Tu le pensais, l'ai-je corrigé, doucement mais fermement. Peut-être pas dans tes moments les plus rationnels, mais à ce moment-là, tu le pensais. Et ce n'était pas seulement cette nuit-là. C'était des années à me faire sentir comme un fardeau, comme si mon existence était un inconvénient pour toi. Elle a tressailli, mais n'a pas nié. Je ne sais pas si tu pourras jamais me pardonner. Je ne suis pas sûre de mériter le pardon. Mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai fait, et je suis désolée, Hélène. Je suis tellement désolée. Les excuses que j'avais à la fois désirées et cessé d'attendre flottaient dans l'air entre nous. J'ai pris une profonde inspiration, me centrant sur la personne que j'étais devenue. J'apprécie tes excuses, ai-je dit avec précaution. Et je suis contente que tu reçoives de l'aide. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je me suis construit une belle vie. Une vie où je suis valorisée et soutenue. Je ne reviendrai pas à la façon dont les choses étaient. Je ne m'attendrai pas à ce que tu le fasses, dit-elle doucement. Ta sœur me dit que tu es mariée maintenant. Oui. Avec quelqu'un qui m'aime entièrement, y compris les parties que tu ne pouvais pas accepter. Elle a hoché lentement la tête. Pourrions-nous, serait-il possible d'avoir une sorte de relation à l'avenir? À tes conditions, bien sûr. J'ai réfléchi à cela. Je ne sais pas. Je ne ferme pas complètement cette porte, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que cela pourrait ressembler. Et ce devrait être avec des limites très claires. Je comprends, a-t-elle dit. Et pour peut-être la première fois dans notre relation, j'ai cru qu'elle comprenait vraiment. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle s'est arrêtée. Ton travail est vraiment extraordinaire, Hélène. Tu as toujours eu cet œil pour la beauté, même quand tu étais petite. J'aurais dû nourrir ça. J'aurais dû te nourrir, toi. Après son départ, Julien m'a trouvée, toujours debout dans ce coin tranquille. Ça va? A-t-il demandé, son inquiétude évidente. Oui, ça va, ai-je dit, réalisant avec une certaine surprise que c'était vrai. Vraiment. Dans les mois qui ont suivi, j'ai établi un contact limité et structuré avec ma mère. De brefs appels toutes les quelques semaines, toujours selon mon emploi du temps. Nos conversations restent quelque peu guindées, le poids de notre histoire étant trop important pour être ignoré. Mais il y a une honnêteté croissante entre nous qui n'était pas possible auparavant. La lettre d'excuse de mon père, reçue peu après cette nuit à la galerie, reconnaissait avec des détails douloureux son échec à me protéger. J'étais censé être ton port d'attache, écrivait-il. Au lieu de cela, j'ai été le phare qui a regardé ton naufrage contre les rochers. Je passerai le reste de ma vie à essayer de me racheter pour mon silence. Ma sœur Camille a peut-être parcouru le plus long chemin dans la compréhension de notre dysfonctionnement familial. En tant que médecin traitant maintenant des patients atteints de maladies similaires à la mienne, elle m'appelle souvent pour me demander comment certains symptômes se ressentent du point de vue du patient. Comment les professionnels de la santé peuvent mieux communiquer l'empathie et la confiance. Je veux être le médecin que j'aurais aimé que tu aies dès le début, m'a-t-elle dit récemment. Quelqu'un qui écoute d'abord et suppose que le patient connaît son propre corps. Il y a 3 ans, j'ai créé la Fondation Visible Light, qui fournit du matériel photographique et un mentorat à de jeunes artistes atteints de maladies chroniques et de handicap. Nous avons récemment attribué notre 20e bourse à une jeune de 16 ans atteinte d'arthrite juvénile qui photographie des spectacles de danse depuis son fauteuil roulant, capturant un mouvement qu'elle ne peut plus expérimenter elle-même, mais qu'elle peut toujours célébrer à travers son article. Travailler avec ces jeunes photographes a été l'aspect le plus curatif de mon parcours. Chaque fois que je les vois créer de la beauté à partir de leur douleur, chaque fois qu'ils affirment leur droit d'être vus et entendus, je sens un morceau de mon propre passé se transformer d'une blessure en sagesse. J'ai appris que le pardon n'est pas un instant unique, mais un processus qui n'exige pas d'oublier ou de minimiser le mal. J'ai appris que la famille peut être choisie, construite à partir de liens basés sur le respect mutuel et un soin authentique, plutôt que sur de simples liens biologiques. Plus important encore, j'ai appris que quitter les gens qui vous font du mal, même la famille, n'est ni égoïste ni dramatique. C'est un acte de préservation de soi nécessaire, finalement, d'amour de soi. Les mots que ma mère a murmurés dans cette chambre d'hôpital, « Si tu meurs, on fêtera ça », avaient autrefois le pouvoir de me briser.
Maintenant, ce ne sont que des mots prononcés par une femme imparfaite et malheureuse qui ne pouvait pas voir la valeur de sa propre fille. Ils ne me définissent plus et ne limitent plus ce que je crois mériter. Si vous regardez cette vidéo et reconnaissez votre propre expérience dans la mienne, sachez ceci, vous méritez d'être traité avec dignité, quel que soit votre état de santé ou tout autre facteur. Vous méritez un soutien qui ne soit pas assorti de conditions ou de ressentiments. Et si les personnes qui devraient vous aimer inconditionnellement ne peuvent pas vous l'offrir, il est normal de créer de la distance. Il est normal de partir. Il est normal de construire quelque chose de nouveau. Quelle a été votre expérience avec les membres de votre famille qui n'ont pas pu accepter vos problèmes de santé ou d'autres aspects de qui vous êtes? Avez-vous dû établir des limites ou prendre de la distance pour vous protéger? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si mon parcours a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour entendre d'autres histoires de résilience et de guérison. Et souvenez-vous, parfois, s'éloigner n'est pas abandonner, c'est faire de la place pour que quelque chose de mieux commence. Merci d'avoir écouté mon histoire.